bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Ça se passe chez nous, votre émission de télé sur LN24. C'est seulement ici que chaque soir en direct nous allons faire le tour de l'actu qui vous intéresse avec ce soir au programme notamment le thermomètre et une mesure qui séduit les bourgmestres pour lutter contre les violences et le narcotrafic. Cette mesure c'est le couvre-feu, alors bonne ou mauvaise idée, on en débat dans Ça se passe chez nous. L'alerte rédac aussi avec ce chiffre, 150 000 Belges coupent la TV par an entre streaming, IPTV illégal et prix en hausse. Alors la télé a-t-elle encore un avenir? Sans oublier les Belges face au monde avec cette annonce tombée aujourd'hui. Le ministre des Affaires étrangères Maxime Prévost convoque l'ambassadrice d'Israël en Belgique. Selon lui, la Palestine risque d'être rayée de la carte. On vous explique tout en fin d'émission. Nous sommes le vendredi 8 août. Vous regardez Ça se passe chez nous et ça commence maintenant. Et avant de se pencher sur les unes du jour, je vais vous présenter les 4 invités qui ont accepté de libérer leur vendredi soir pour moi et pour vous. Donc on les remercie. À ma droite d'abord, bonsoir Fatoumata Sidibé. Bonsoir. Artiste, auteur et entrepreneuse. À vos côtés, bonsoir Luc Hénard. Bonsoir. Président honoraire du tribunal de première instance de Bruxelles. Et puis à ma gauche ce soir, bonsoir Jean Kitenge. Bonsoir tout le monde. Membre du PS, je le rappelle. Et puis bonsoir Romain Masquelier. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Journaliste à la DAS. Et c'est parti pour le titre du jour. Alors dans les titres qui s'imposent ce soir, on a d'abord ce drame en une de plusieurs journaux et notamment la Meuse. Cet horrible drame qui s'est produit hier après-midi sur l'autoroute E25. Une mère s'est jetée du viaduc de Remouchon avec son enfant qui n'était même pas âgé d'1 an. On aurait pu aussi s'arrêter sur ce titre en une du journal Le Soir. L'inexorable hausse des taxes communales à Bruxelles en 2025 et 2026. 5 communes de la région bruxelloise augmentent leurs centimes additionnels, pourtant déjà plus élevés qu'en Wallonie et en Flandre. Mais c'est plutôt sur cette une de l'avenir qu'on va s'arrêter ce soir avec, vous le voyez, ce titre en grand, viré pour avoir diffusé une vidéo sur TikTok en conduisant un train. Et c'est donc une nouvelle histoire de licenciement qui se retrouve finalement au Conseil d'État. Hier, c'était pour un policier viré, aujourd'hui pour un cheminot. Alexandre Gérard nous a rejoint. Vous allez faire le point avec nous sur cette affaire. Concrètement, qu'est-ce qui lui est reproché ? Eh bien, cette histoire, elle arrive le 7 septembre 2024. Un train circule entre Gramont et Mons. Rien d'anormal jusque-là, oui, mais sauf que dans la première voiture, eh bien, le conducteur de train est en direct sur le réseau social TikTok. Il est licencié en décembre de la même année pour cette raison, mais pour lui, il n'a pas raté sa mission. Le train est arrivé à bon port et donc il saisit le Conseil d'État pour annuler la décision. Et comment il se justifie ? Eh bien, il admet d'abord avoir interagi avec les suiveurs, mais quand le train était à l'arrêt, même chose quand il filmait les rails, mais il conteste aussi avoir nui à l'image de la SNCB. Pour lui, il a simplement fait la promotion de son métier. Et donc Alex, quel est le verdict du Conseil d'État ? Eh bien, il n'a pas suivi l'avis du conducteur. Pour lui, le cheminot a gravement manqué à ses obligations. Il lui reproche un comportement irresponsable et dangereux, mais il dit aussi qu'il a nui à l'image de Chemin de fer belge et de la SNCB parce que les voyageurs pouvaient se sentir en insécurité en voyant cette vidéo TikTok, d'autant plus que le règlement interne interdit aux conducteurs d'utiliser leur smartphone pendant leur service. Merci Alex. Je vais donc faire un tour de table autour de ce premier débat dans Ça se passe chez nous. Fatoumata Sidibé, est-ce que vous comprenez cette sanction? Est-ce qu'elle est justifiée selon vous? Je pense que le conducteur, il doit quand même savoir qu'un réseau social n'est pas un lieu de promotion, surtout quand on conduit. Donc il me semble qu'il a quand même eu un acte inconscient, irresponsable. Et voilà, ça pose la question de l'usage des réseaux sociaux au niveau professionnel et les conséquences que ça peut aussi apporter au niveau de la sanction professionnelle. Dans ce cas-ci, ce n'est pas le premier cas. C'est dommageable, mais faut-il le licencier ou lui mettre une sanction? En tout cas, l'exemple devrait permettre à d'autres d'y réfléchir. C'est vrai que c'est un peu la question ce soir. Jean Kitenge, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent les réseaux sociaux aujourd'hui, parfois même en direct aussi sur leur lieu de travail. Sauf que tous les métiers ne sont pas les mêmes.
là on parle d'un conducteur de train. Est-ce que cette sanction est justifiée selon vous? C'est ça, je pense que l'enjeu des réseaux sociaux pour parfois démystifier un métier, pour le rendre plus attractif, c'est hyper intéressant. Et c'est normal qu'on y passe. Néanmoins, des actes plutôt isolés et qui pourraient, dans ce cas-là, mettre en danger la vie des gens, il est évident que là, du coup, il faut faire preuve de beaucoup plus de strict. J'ai toujours été assez soutenant envers un ensemble de corps de métier, et typiquement les conducteurs de train, dont on a du mal aujourd'hui à attirer. Et avec les mesures de l'Arizona demain, ce sera encore plus compliqué pour les attirer dans le métier. Mais il faut pouvoir dire les choses telles qu'elles sont. Si maintenant, dans des métiers qui finalement ont la vie des gens entre leurs mains, on parle de ça hier, on parlait d'un policier, il faut être exemplaire, c'est nécessaire. Et donc dans ce cas précis, je comprends le fait d'être viré pour avoir filmé et avoir mis en danger finalement la vie de ses passagers. Romain Masquelier, c'est vrai que honnêtement, faire découvrir son travail avec les réseaux sociaux, ça peut être plutôt une bonne idée, surtout peut-être pour un métier qu'on a envie de faire connaître aussi à la jeunesse aujourd'hui. Seulement c'est vrai qu'on se dit c'est peut-être mieux de le faire simplement un week-end où on n'a pas de gens justement derrière dans le train, on peut le faire découvrir sa camide, ça peut être une bonne idée, mais là quand on a parce que le conducteur s'est justifié en disant j'étais à l'arrêt au moment où je répondais aux internautes, mais c'est vrai que là il y a beaucoup de vie en jeu malgré tout. Je trouve que en effet, les gens qui veulent faire de la promotion de leur travail, on a par exemple ça avec le très célèbre influenceur de la SNCB, j'ai noté son nom, Ilias Alba, dont on a beaucoup parlé avec l'histoire du Couyendac Bonjour à Vilvoorde. Mais il y a une différence entre prendre une photo et la publier pendant son temps libre et avoir un téléphone qui diffuse en direct sa conduite lorsqu'on conduit un train avec, je ne sais pas, des dizaines, des centaines de personnes. Donc ici, on n'est pas du tout dans de la promotion, dans un acte qui est irréfléchi. Et je comprends la décision de la SNCB et la décision du Conseil d'État. Et le Conseil d'État, si j'ai bien compris, disait qu'en effet, l'image de la SNCB avait été écornée. Parce que c'est vrai que si on se dit que il est autorisé d'avoir son téléphone et de se filmer, on peut se poser des questions. Et justement, on est quand même à un moment où il faudrait que le plus possible de personnes prennent le train. Et donc, il faut surtout, il y a très peu d'accidents de train et il faut que ça dure et que les gens aient confiance en la sécurité du train. Luc Hénard, je rappelle quand même que la sanction disciplinaire, elle est quand même très grave. Il a été démis de ses fonctions, ce qui ne lui permet pas de prétendre à des allocations de chômage. Est-ce que la SNCB a eu raison d'être aussi sévère, selon vous? Mais il y a deux sujets. Il y a d'abord le premier, et je crois qu'on peut habiller l'enfant comme on veut. Quand on est conducteur de train, eh bien, on n'utilise pas TikTok au moment où on a ses responsabilités. On peut discuter et encore discuter, toujours discuter. Je crois on ne peut pas. Point. Le débat est clos. La mesure qui a été prise à son égard, encore une fois, nous ne connaissons pas le dossier. Il faut voir tous les éléments qu'il y a. Il y a une décision aujourd'hui du Conseil d'État qui a estimé que la décision de la SNCB était une bonne décision. C'est une décision de justice, certes administrative, mais c'est une décision. Moi, je crois qu'il faut la respecter et on peut s'époumoner et encore s'époumoner, trouver des tas de circonstances atténuantes, de justifications. Je crois qu'on perd son temps. Il a fait quelque chose qu'il ne pouvait pas, il a été sanctionné et maintenant il devra malheureusement en tirer toutes les conséquences. Oui, je pense que Jean aussi, la SNCB disait aussi que ça a écorné d'une certaine manière son image, parce que peut-être que la SNCB voulait en faire un exemple aussi. Il y a peut-être cet enjeu-là également. C'était à la fois ce que Romain disait plutôt, le risque que des gens se disent mais c'est quand même fou de se prendre en vidéo pendant qu'il est dans le train avec des passagers présents. Et puis la seconde chose, c'est éviter évidemment que ça puisse encore arriver si le jugement est jugé trop laxiste pour le coup, de se dire que potentiellement d'autres personnes le feraient. Là, ça pourrait mener à terme, alors évidemment c'est beaucoup de suppositions, à peut-être des comportements inadéquats et potentiellement des accidents. Encore une fois, je rappelle, c'est très rare dans les trains. Donc voilà, moi je comprends totalement la décision de la SNCB pour le coup. Oui, c'est très grave, Fatoumata Sidibé, mais c'est vrai qu'effectivement, on veut créer peut-être d'une certaine manière une jurisprudence aussi pour éviter que ça se reproduise quand même. Mais je pense que jurisprudence ou non, ça ne se fait pas. Déjà que le téléphone n'est pas autorisé en conduisant le train, mais je pense qu'il sert d'exemple parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas admettre que la SNCB ne réagisse pas par rapport à une vidéo comme celle-là. Elle est obligée de réagir. Et réagir fort était pour elle un acte citoyen important pour rassurer les autres. Qui plus est que la vidéo était publique, il s'est pris en vidéo TikTok, et l'a diffusé sur les réseaux, sur TikTok. Et donc, il y a besoin aussi de réagir pour la SNCB, parce que beaucoup de personnes ont sans doute vu ces vidéos. Et donc, oui, et puis même, parce qu'effectivement, il disait que c'était quand il était à l'arrêt qu'il réagissait aux réactions des internautes et qu'il se filmait seulement quand il conduisait le train. Mais malgré tout, avoir des réactions d'internautes à côté de soi, etc., ça peut perturber le conducteur d'un train avec, on le rappelle, beaucoup de passagers.
partagé en son sein. Je crois qu'on est tous d'accord en tout cas sur ce plateau autour de ce premier débat dont ça se passe chez nous. C'est l'heure de s'intéresser aux 3 visages et aux 3 histoires qui font la une aujourd'hui. Et les 3 visages du jour, vous allez les voir à l'écran. Il y a d'abord celui de Nizar Trabelsi, l'ex-terroriste de retour en Belgique. On a aussi celui du docteur Philippe Devos qui alerte une nouvelle fois sur les risques des écrans chez nos enfants et nos ados. Et puis on terminera avec celui d'un hasard qui malheureusement ne gagnera pas non plus le titre suprême. Mais donc le premier visage sur lequel on va s'arrêter ce soir, c'est celui de Nizar Trabelsi. L'ex-djihadiste tunisien est arrivé en Belgique en provenance des États-Unis. Alexandre Gérard est de retour avec nous et vous allez d'abord nous rafraîchir la mémoire sur cette affaire. Oui, cette affaire qui commence en 2001. La justice suspecte Trabelsi de vouloir attaquer la base de Kleine-Brogel. Il est arrêté et condamné à 10 ans de prison. Mais rebondissement, 7 ans plus tard, les États-Unis demandent son extradition. Pourquoi, me demanderez-vous? Eh bien parce que des Américains étaient présents sur la base aérienne. Problème, une personne ne peut pas être condamnée 2 fois pour le même fait. Et donc pourquoi est-il quand même allé aux États-Unis ? Eh bien, parce qu'en 2013, quand il a purgé sa peine ici, la Belgique l'extrade. Résultat, une condamnation par la CEDH pour notre pays. Du coup, il est enfermé 10 ans aux États-Unis avant son procès en 2023. Procès dans lequel il est acquitté, mais il retournera quand même en prison ou en tout cas dans un centre pour illégaux. CEDH, donc Cour européenne des droits de l'homme, et donc il est de retour en Belgique. Qu'est-ce qu'il va se passer maintenant, Alex ? Oui, et pourtant, la Belgique a refusé plusieurs fois de le rapatrier, malgré des décisions de justice. Aujourd'hui, il est dans un centre fermé, ici en Belgique, avant un possible retour en Tunisie, mais un retour pourrait encore coûter une nouvelle condamnation à la Belgique, parce qu'un retour en Tunisie serait synonyme de torture pour Trabelsi. Merci Alex pour ces précisions et pour ce rappel aussi sur cette histoire autour de Trabelsi. Luc Hénard, je vais d'abord me tourner vers vous pour une première réaction à cette information qui est donc tombée aujourd'hui, le retour de Trabelsi en Belgique. Mais c'est pas trop tôt, hein. Parce qu'on a déjà beaucoup évoqué sur ce plateau tous les gens qui mettent en danger notre démocratie parce qu'ils utilisent notre droit pour éventuellement mettre cette démocratie à mal. Mais ici, finalement, je n'ai qu'un mot. L'État belge s'est une nouvelle fois, dirait le premier président de la Cour de cassation, comporté comme un État voyou. Nous avons un système judiciaire qui est ce qu'il est, et les 3 pouvoirs dans notre pays sont essentiels pour la démocratie. Vous avez un gouvernement qui s'est assis sur les décisions de justice et qui y est allé au gré de ses propres décisions. Alors, il y a tout de même un problème. Voilà un homme qui a été jugé, il a subi sa peine, on le renvoie contre toutes nos règles aux États-Unis alors que vous avez des décisions de justice. Je ne sais pas comment il faut qualifier notre État, qui devrait être le gardien de nos droits. Eh bien, un État qui agit de cette manière-là, il peut être qualifié, comme le faisait le premier président de Côte, d'État voyou. Jean Kitenge, la Belgique, un État voyou dans cette affaire. Vous êtes d'accord avec les propos de Luc Hénard ? Je pense que là, il y a un principe comme très clair. Il me semble que c'est non bis ibitem qui doit être quand même qui est quand même important, et donc c'est assez logique que la CEDH du coup réagisse de telle manière, et surtout donc le fait de ne pas être jugé 2 fois, c'est ça? Très clairement. Et allez, même si moi très clairement j'ai aucune forme d'empathie à l'égard de terroristes, on va pas revenir sur la gravité de pourquoi il a été jugé, clairement, ni d'extrême droite, mais voilà, c'était une décision de justice, et en fait à partir du moment où tu es un démocrate, même si tu n'es pas d'accord avec celui-ci dans l'absolu, tu le respectes, et dans l'absolu, en fait tu changes la loi pour que demain, ça ne puisse pas arriver. Alors là, en l'occurrence, c'est un cas particulier, mais que tu puisses punir davantage pour ceux qui ont, parce que j'ai eu l'occasion aussi de voir beaucoup de réactions. Et c'est ces réactions sur lesquelles j'aimerais revenir par ailleurs, parce que ça me fait souvent assez rire de voir certains slogans qui sont envoyés, des postures qui sont envoyées, de gens qui parfois sont assez... et de manière hypocrite, assez accueillant, ouvert à la venue de certaines personnalités, ou certains, comme des Qataris par exemple, ou qui vont voir des matchs du PSG sans aucune critique à cet égard. Pourtant,
c'est documenté que ceux-ci financent le terrorisme, et puis une fois qu'ils... Même si tous les cas ne sont pas comparables. Hein, tous les cas ne sont pas comparables, mais quand j'ai vu cet article de presse, où même moi j'étais indigné, je vois le monsieur, il voulait faire un attentat en Belgique, mettre en danger la vie de Belges. Donc pour moi, évidemment, savoir qu'on le fasse venir ici, ça me dérange dans l'absolu. Mais je me dis que, en fait, ok, c'est une décision de justice, je ne vais pas la critiquer en tant que telle, je pense que le droit doit évoluer, mais ces réactions et slogans qui ont pour ambition au final, parce que moi c'est ça qui me dérange, après de mettre le là et de mettre le stigma sur des populations qui sont présentes ici, qui n'ont rien à voir. Donc par exemple, c'est ça que je mentionnais cela, il y a les financeurs du terrorisme, on les accueille à bras ouverts, mais quand il y a un cas comme ça, c'est l'occasion pour certains de faire un discours effectivement politique. ceux qui font des amalgames Jean Kitengui, mais pour rester quand même sur le débat aujourd'hui concernant ce personnage Trabelsi, Fatoumata Sidibé, est-ce que la Belgique, selon vous, a failli dans cette affaire-là? Est-ce qu'elle aurait dû faire plus de pression pour ne pas que les Américains le récupèrent? La Belgique a failli, donc je pense que c'est clair. Elle l'a renvoyé malgré l'interdiction de le faire. Elle l'a fait. Il a été jugé, il a été acquitté, il a purgé sa peine. Donc aujourd'hui, il est censé être un homme libre. La question qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, il est en Belgique, en situation illégale. Il ne peut pas rester ici, mais en même temps, on ne peut pas le renvoyer en Tunisie, son pays d'origine, puisqu'il serait contraire au droit international dans un pays où il risque d'être torturé. Donc, que va-t-on faire de ce personnage? Donc, ça illustre la complexité quant à la gestion du terrorisme au niveau du droit international, du droit national, mais également des questions juridiques. Et je pense que ça dépasse largement le cadre de ce personnage, mais la Belgique va devoir prendre décision et je pense qu'il va sans doute rester en Belgique en centre fermé. Romain Masquelier, cette affaire elle est complexe, mais est-ce que la Belgique doit avoir du mal quand même à se regarder en face d'elle dans une glace avec effectivement cette affaire qui a duré Oui, c'est vrai, cette affaire a duré et justement, moi je ne connais pas tous les tenants et aboutissants parce que la première condamnation a eu lieu, j'avais 6 ans et donc comme je suis d'accord avec Fatoumata, c'est une affaire qui est très sensible et surtout aujourd'hui en se disant politiquement, donc on a quelqu'un qui n'a pas de visa pour rester chez nous, qui a voulu commettre un attentat suicide contre des militaires chez nous. Et donc, est-ce qu'on peut lui accorder un visa ou est-ce qu'on peut le renvoyer chez lui? On ne sait pas comment l'État belge va trancher. En tout cas, je pense que ce ne sera pas l'unique cas aussi. Donc, il y a besoin d'une vraie réflexion sur le terrorisme et une concertation beaucoup plus vaste qui dépasse la Belgique. Luc Hénard, difficile forcément de dire ce qu'il va se passer concrètement, mais on sait que la Belgique, effectivement, peut subir une nouvelle condamnation si jamais elle renvoie Trabelsi vers la Tunisie pour les raisons qu'on a citées. Vous pensez qu'il va se passer quoi ? Écoutez, bien malin serait celui qui pourrait lire dans la boule de cristal, mais encore une fois, il faut quand même se méfier des amalgames. Personne ne fait l'apologie du terrorisme, c'est clair. Mais vous avez aujourd'hui un individu qui a été jugé, qui a purgé sa peine. Son compte est bon par rapport à ce qu'il a commis. La Belgique s'assoit sur ses propres règles démocratiques en l'envoyant quand même aux États-Unis où il est resté croupir pendant des années et ce pour finalement aboutir à un acquittement. Non, il faut tout de même rappeler les faits tels qu'ils sont et c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, la Belgique se comporte dans cette affaire, je trouve, comme un État voyou. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est que vous avez quantité de personnes, et je ne parle pas des personnes ici présentes, mais qui donnent des leçons sur le respect de la démocratie et les fondamentaux qui sont les nôtres, et avec cet individu-là, on fait tout et n'importe quoi. Je croise les doigts pour que la Belgique, finalement, ne décide pas, plutôt que de le renvoyer vers la Tunisie. C'est qu'il se dit, si on le torture un peu, on va peut-être économiser les 500 000 euros auxquels la Belgique a été condamnée si jamais on le transfère en Tunisie. Je ne pense pas que la Belgique fera ce choix-là non plus. J'espère, mais au stade où nous en sommes, on finit par ne s'étonner de plus rien aujourd'hui. Autre visage, c'est donc celui du docteur Philippe Devos qui revient sur
devenir l'un des grands défis des parents en 2025, réduire le temps d'écran pour nos ados et enfants. Et en période de vacances scolaires, il est encore plus facile de céder forcément à la tentation, mais ce n'est pas sans risque pour leur santé. Une étude danoise vient de montrer que ça pouvait augmenter de façon importante les risques de maladies cardiaques et métaboliques. Les chercheurs ont constaté qu'au-delà de 3 heures d'écran par jour, on retrouve davantage d'hypertension artérielle, de cholestérol élevé et de résistance à l'insuline chez les enfants de 10 à 18 ans. Et regardez aussi ce que le docteur De Vos explique. Le problème est que les enfants convertissent en temps d'écran des heures où avant, ils se dépensaient en jouant dehors et en faisant du sport. Cette sédentarité impacte inévitablement leur métabolisme. Interdire les écrans aux enfants et aux ados à l'heure actuelle, c'est impossible, mais il faut aller vers un usage raisonnable et raisonné. Dès que possible, il faut qu'ils sortent se promener, s'aérer, jouer et bouger. C'est encore plus important s'ils jouent à des jeux vidéo ou en réseau, qui peuvent rendre accro et tendent à pousser le jeune à consommer du sucre. Manger devant un écran réduit le sentiment de satiété et augmente le risque d'obésité. Et je vais donc pour un petit tour de table relancer un éternel débat, mais selon vous, est-ce qu'il faudrait, même si ça paraît impossible pour le docteur De Vos, interdire l'usage des écrans avant un certain âge, Fatoumata Sidibé ? Avant un certain âge, certainement. On dit bien avant 3 ans, pas question de mettre les enfants devant la télévision ou l'écran. Je parle plutôt 11, 13, voilà. Ça c'est un peu plus avancé quand même. Interdire, c'est un peu difficile. Je pense qu'il faut une imitation encadrée. Je reviens des vacances, on était plusieurs familles, il y avait 3 jeunes, et à la fin de la journée, la mère demandait aux jeunes de remettre leur GSM, et elle calculait le temps qu'ils avaient passé devant le GSM. S'il était dépassé, ils étaient interdits de GSM pendant 24 heures. Et je pense qu'elle est conscientisée, donc il faut que l'école, les parents, les autorités mettent en place l'éducation équilibrée, justement, aux écrans, pour qu'il y ait une conscientisation très importante. Je pense qu'on savait les effets par rapport au sommet, l'anxiété et à la distraction, mais là, on constate qu'il y a d'autres... Des effets bien plus graves encore. Beaucoup plus graves que cela. Romain Masquelier, est-ce qu'il faudrait interdire les écrans pour... Alors effectivement, je ne parle pas de 3 ans, mais plutôt certains disent 11, certains disent 13. C'est quoi votre avis sur la question ? Justement, c'est toute la difficulté du curseur. Vous l'avez dit, avant 3 ans, on sait bien qu'il ne faut pas donner d'écran aux enfants. Il faut même éviter que leur regard soit attiré vers des télévisions quand on parle de nourrissons, etc. Mais je pense qu'en effet, il faut une interdiction. Mais où est-ce qu'on met le curseur ? Instinctivement, je dirais peut-être 12 ans, l'âge peut-être des secondaires. Mais je pense que le débat de l'interdiction totale, parfois occulte, en fait, peut-être, je ne vais pas dire le vrai débat, mais la vraie prise de conscience. Donc, alors, en fait, ce que le docteur De Vos, d'après ce que je comprends, c'est qu'il serait impossible d'interdire, mais qu'il faut donc imprimer dans la tête des familles, de tout un chacun, certains réflexes, pas de téléphone juste avant d'aller dormir, limiter l'usage aux écrans. Et je pense que si les campagnes se limitaient juste à ces 2 messages, donc pas de téléphone avant d'aller dormir et limiter le temps, ce serait peut-être un message qui serait compréhensible, mais interdire totalement après un certain âge, après 12 ans, après 15 ans, on sait qu'on peut mettre toute une série de bloqueurs dans les appareils, de limitateurs, mais c'est compliqué et c'est vraiment entrer dans l'intimité des gens. Rapide réaction tous les deux, Jean et puis Luc. J'imagine que vous n'êtes tous les deux pas pour une interdiction totale, mais peut-être un accompagnement un peu plus prononcé. C'est ça, il faut encadrer, je pense. L'interdiction est contre-productive. Je pense que ça va créer aussi un certain handicap. Je pense qu'il faut plus d'éducation à l'école sur justement l'écran et l'usage des technologies, parce que c'est aussi l'avenir, ça va accompagner tous les métiers demain. Mais derrière, en fait, on voit que dans les conséquences qu'il y a de la sédentarité, de la consommation de beaucoup plus de sucre. Le véritable enjeu aussi, il est là. Et donc, il faut pousser les gens finalement à être connectés à la réalité, à la nature, aussi au sport. Je le disais pour d'autres sujets, mais c'est fondamental. Donc, faire plus de sport, mieux manger, mieux s'alimenter, considérer le sucre comme une forme de drogue d'une certaine manière. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on accompagnera du coup des enfants en bonne santé qui seront départis de l'unique écran, parce que souvent pour une partie d'entre eux, en fait, c'est presque l'unique activité qu'ils ont, parce que on les délaisse finalement avec leur écran. De plein d'autres. Du coup, Luc, rapide réaction. Mais comme toujours, l'excès en tout nuit. Et moi, je me souviens quand les enfants étaient petits, le samedi matin, et quand ils étaient vraiment très petits, ils arrivaient à jeter un coup d'œil à la télé parce qu'il y avait un chouette dessin animé, et pour le grand bonheur des parents qui pouvaient rester un peu plus tard au lit. Bon,
je le dis moi-même, je n'ai pas eu l'impression d'avoir des enfants aujourd'hui qui ont pris de l'âge et qui sont devenus complètement débiles parce qu'il y a eu ça. Et donc, c'est véritablement sortir de ce principe de l'interdiction. Mieux contrôler, il faut réfléchir, il faut que les enfants grandissent, mais il faut aussi que les parents grandissent en fonction des enfants pour faire de l'ensemble quelque chose qui reste vivable plutôt que d'avoir des bâtons derrière les portes, des numéros d'accès à tout. Je pense que ça n'est pas une manière très agréable de vivre. Et puis le dernier visage qu'on va revoir ce soir, ça se passe justement sur les écrans. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous ici l'ont regardé, je parierais que non. Mais hier c'était la finale de Secret Story et il y avait un Belge en finale, Ethan Hazard, le cadet de la famille Hazard. Seulement, comme son aîné Torgan, il n'a pas remporté ce titre tant convoité. Oui, je viens de faire un parallèle entre la Coupe de Belgique et Secret Story. Mais il termine quand même deuxième derrière une certaine Romy, même s'il l'a un peu aidé pour terminer au moment de se défendre auprès du public. Ethan a déclaré: je ne vais pas dire que je mérite de gagner parce que honnêtement il y a 4 finalistes, on mérite tous les 4. Votez 4. Problème, le Belge ne portait pas le numéro 4 mais le numéro 2 et c'est Romy la grande gagnante qui portait le numéro 4. Bravo à Ethan. Allez, on va se quitter quelques instants mais restez bien avec nous. Juste après la pause on lance l'alerte rédac avec ce soir un chiffre. Vous êtes près de 150 000 à couper le cordon télévisuel par an. Alors la télé a-t-elle encore un avenir? On en débat dans un instant. A tout de suite. Et vous êtes de retour sur LS24, donc ça se passe chez nous. Et dans un instant, on prendra la température sur ce plateau avec un débat autour de cette question, le couvre-feu pour lutter contre le narcotrafic. Bonne ou mauvaise idée? On vous emmènera aussi notamment à Oudin avec les brefs du jour où Pascal, entrepreneur de pompes funèbres, a reçu une redevance lors d'une levée de corps. On vous expliquera ça. Mais avant ça, on lance ce soir l'alerte rédac. Et dans l'alerte rédac ce soir, ce chiffre en une de la DH, 150 000 Belges coupent leur TV chaque année, une chute vertigineuse qu'on va analyser avec vous, Alexandre Gérard. Oui, on va regarder ces données qui nous viennent de nos confrères de la DH. On voit la chute de la télévision digitale ces dernières années. Si 4 380 000 personnes étaient abonnées à la télévision digitale début 2019, 400 000 personnes ont décidé de la supprimer. Alors, qu'entend-on par télévision digitale? Ce sont ces décodeurs et ces abonnements à des opérateurs. Et la baisse ne devrait pas s'arrêter là. Sur les 6 premiers mois de cette année, Proximus et Scarlett ont enregistré à eux seuls une baisse de 29 000 abonnés. Alors, est-ce que c'est bientôt la fin de la télévision comme on l'a connue? Alors, on ne va pas aller trop vite, Nico. Il y a malgré tout près de 4 millions d'abonnés. Et en plus, les opérateurs ont augmenté leur prix petit à petit. Ils ont donc augmenté leur chiffre d'affaires. Mais ce qui met à mal la vente de ces abonnements, eh bien, c'est d'abord la multiplication des plateformes comme Netflix, Amazon Prime ou Disney+. Mais c'est aussi l'IPTV, ces petits boîtiers qui permettent d'avoir accès à quasiment toutes les chaînes possibles par piratage. Selon la dernière heure, plus de 650 000 Belges captent l'IPTV, qui, on le rappelle, est toujours illégal. Et même pour un petit utilisateur, la sanction peut être salée, 800 000 € d'amende et 5 ans de prison. Des sanctions qui ne semblent pas refroidir les téléspectateurs. Merci Alex. Rapide question, est-ce que tout le monde a la télé encore autour de la table? Ouais. Oui, tout le monde a la télé. Je vais quand même me tourner vers Luc Hénard. On le voit, c'est un marché qui ne meurt pas, mais c'est un marché qui souffre. Est-ce que, selon vous, pour les raisons qu'on a vues, est-ce que, selon vous, la télé est en danger aujourd'hui? Ah oui, ça je le crois, et ça n'est pas du tout étonnant quand vous zappez aujourd'hui, qui m'arrive de faire aussi, de passer d'un programme à l'autre, mais j'arrive jamais au bout parce que je m'endors. Tellement il y a des programmes barbants. C'est arrivé jusqu'à LN24 quand même, avant de dormir. Oui, bien entendu, à condition que je ne sois pas à l'écran. Mais non, mais il y a un vrai souci, parce qu'il y a évidemment la démultiplication des propositions qui sont faites, mais aujourd'hui, il y a une constatation complémentaire, c'est qu'on se passe les programmes les uns les autres, et vous avez un phénomène qui est pour moi très inquiétant, c'est que vous n'avez plus de temps long.
c'est-à-dire des émissions qui vous amènent à une réflexion avec des thèmes qui font. Alors il y en a encore l'une ou l'autre. Sur la 24 un peu. On ne fera pas de publicité, je vous laisse le soin d'en faire, mais donc il y a là un vrai phénomène. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec toutes les possibilités que vous avez d'accéder à l'info, le bouquet est tellement vaste qu'il y a un problème. Mais ceci étant, c'est une bonne nouvelle pour les petits de 3 ans qui donc regardent moins la télé. Fatoumata Sidibé, c'est vrai qu'on l'a vu quand même, l'offre est de plus en plus grande, mais surtout avec ces plateformes, Disney+, Netflix, Amazon Prime, on a aussi Internet quand même, où les gens au final n'achètent même plus de télé, regardent sur Internet. Est-ce que, selon vous, quand même, la TV classique, c'est presque devenu un luxe inutile pour beaucoup de Belges ? Mais je pense que trop de choix tue le choix. Et moi, j'ai une télévision, quand j'allume, je ne comprends rien. Parce qu'en fait, il y a tellement de choix qui sont proposés. Et finalement, je décroche. Il faut dire aussi que la télévision doit se réinventer en termes de contenu. On a beau zapper, on a l'impression qu'on nous prend vraiment pour des gens qui n'ont pas vraiment de choix, de profondeur par rapport à certains sujets. Alors, la question qui se pose, c'est évidemment que les jeunes se tournent vers des stations de streaming accessibles facilement et qui ne coûtent pas trop cher. Et je pense qu'il y a un public de seniors qui ne sont pas trop connectés, qui vont continuer à regarder la télévision. Mais la télévision doit se réinventer aujourd'hui parce qu'on peut dire souvent « c'était mieux avant ». Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui étaient quand même mieux avant. Même si Romain, les jeunes d'aujourd'hui, c'est les personnes plus âgées de demain. Et c'est vrai qu'honnêtement, même moi, quand je parle avec des plus jeunes aujourd'hui, honnêtement, je crois que 80% me disent « ah non, moi, j'ai plus la télé aujourd'hui ». Donc, est-ce qu'on va quand même se retrouver avec des générations en fait, qui ne regarderont tout simplement plus la télé et donc avec une mort lente, peut-être très lente, mais de la télévision telle qu'on la connaît? Je ne suis pas aussi fataliste, mais on voit encore qu'il y a aujourd'hui, d'après le chiffre, quasi 4 millions, oui, ça reste beaucoup, 4 millions de raccordements pour un pays comme la Belgique, c'est pas rien. Donc il y a quand même beaucoup de personnes qui sont là. Et donc dans ces 4 millions-là, ce ne sont pas 4 millions de seniors. Et donc, je pense que la télévision a encore énormément de jours devant elle, mais c'est sûr qu'il y a une baisse, il y a une baisse chaque année. Et donc, la télé doit se réinventer quand même d'une certaine manière. Mais aussi, c'est vrai que la télévision d'aujourd'hui n'est pas la télévision de hier. Comme je n'ai pas un âge très avancé, mais quand j'étais petit, il y avait quand même que la RTBF, les chaînes RTL, ABC, donc c'était pas mieux avant, c'est ça. Et donc, aujourd'hui, c'est mieux, mais je veux dire qu'il y a en effet, comme Fatoumata a dit, une multiplication de l'offre, et aussi, je veux dire, les médias utilisent aussi, je veux dire, ces nouvelles techniques. Par exemple, si on prend le Chromecast, c'est un petit appareil que vous mettez derrière la télévision, beaucoup de gens l'ont, ils l'utilisent via des applications de médias pour projeter sur leur télévision. Donc ça, c'est encore totalement différent de justement l'offre illégale dont notre collègue a parlé, des l'IPTV, qui fait énormément de mal à tout un écosystème. Jean Kitengé, pour terminer sur ce débat, avant de passer au brève et au thermomètre. Moi, personnellement, je dirais pas un trait si dramatique. Je pense que la télé se réinvente, commence à se réinventer, parce qu'elle prend le problème d'une certaine manière à bras-le-corps. Il est évident que, dans un premier temps, cette concurrence, je parle des plateformes en l'occurrence, a été perçue comme très négative pour le monde de la télé. Il se fait que, par exemple, le souci d'aller sur de passer de chaîne en chaîne en télé, il se pose aussi sur Netflix et sur Amazon. L'offre est encore plus grande. Où l'offre est juste gigantesque. Et donc, moi, personnellement, c'est ça mon problème. Quand je suis sur Netflix, je prends 3 heures à trouver un film et puis je m'endors les 10 premières minutes. Mais on voit, en fait, on observe aujourd'hui que la télé se réinvente. Elle tente de se réinventer. Je ne sais pas si elle y arrivera, mais on voit qu'elle tente déjà des partenariats avec ces plateformes. Elle tente aussi de mettre ses émissions en streaming par la suite. Donc il y a aussi une sorte de digitalisation, on va dire, de son offre. Et puis, il faut se dire que ce qui pose vraiment problème pour la télé aujourd'hui et pour d'ailleurs les plateformes, c'est l'IPTV. Parce que là, en l'occurrence, les gens payent un certain prix. C'est ce qu'on est en train de voir à l'écran, parce qu'on voyait à l'écran, mais effectivement, où on a toutes les chaînes, tous les films, toutes les séries qu'on veut. Toutes les plateformes. Et donc là, du coup, oui, en effet, c'est peut-être ça la vraie menace. Mais pour le reste, je pense que tout se réinvente. Et en réalité, si maintenant la télé demain veut survivre, elle doit se réinventer et potentiellement proposer une offre qui soit peut-être plus avantageuse que ce que les plateformes ont tendance à proposer aujourd'hui. Allez, avant de passer au thermomètre, on fait un rapide tour des petites infos qui font aussi l'actualité de notre pays. C'est l'heure des brefs du jour.
Et ça bouge d'abord dans le quartier d'Outremeuse à Liège où un homme a été grièvement blessé par balle tirée à la Kalachnikov. C'était ce mercredi soir et alors que l'auteur des tirs est toujours en fuite, on apprend qu'une dispute pour une place de parking serait à l'origine de la fusillade. Le canard se fait quand même froid dans le dos si on commence à se fusiller pour des places de parking. Oui, bien entendu, et on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas un jour qui passe sans que vous avez un événement comme celui-là qui fait la une des journaux. On devrait peut-être se souvenir que, indépendamment de la gravité des faits, en tant que tel, c'est un fait divers. Et c'est une grosse difficulté, c'est que les faits divers, ils sont omniprésents, ils restent présents en permanence, ce qui veut dire qu'on a l'impression que c'est tout le temps. Et c'est peut-être aussi la réflexion que je me permets de faire. Même si, Romain, vous suivez beaucoup la situation à Bruxelles en particulier, mais c'est vrai que ce quartier d'Outremeuse à Liège pose beaucoup de problèmes aussi. Oui, c'est vrai. On dit qu'on en parle sans cesse parce qu'il se passe des choses. Il y a eu encore il n'y a pas si longtemps un homme qui a été poignardé en Outremeuse, exactement. Et donc c'est assez inquiétant quand on sait qu'on va avoir la semaine prochaine, au 15 août, le plus grand événement qui existe en Belgique, ces festivités du 15 août à Liège qui traînent des milliers et des milliers de personnes. Et donc là, il y a vraiment un vrai défi sécuritaire. Et d'ailleurs, le bourgmestre de Liège reconnaît qu'il y a un problème de sécurité. Oui, il l'a dit. Et ça bouge aussi à Oudin avec un homme en colère. Son nom, c'est Pascal Verbinen, 59 ans. Et il est en colère parce que le 10 juin dernier, cet entrepreneur de pompes funèbres à Godarville a stationné son corbillard dans la rue Pintonon à Oudin en vue de dépanner un confrère. Et il n'y est resté qu'une demi-heure, le temps d'effectuer une levée de corps. Seulement, voilà, la Scancar est passée par là et il a eu la désagréable surprise de recevoir une redevance de stationnement de 25 €. Aujourd'hui, il refuse de payer et voilà comment il se justifie. C'est la première fois que je reçois un PV. Je ne trouve pas cela normal, surtout que je suis loin d'avoir dépassé les 2 heures de stationnement, la durée maximale autorisée. Au final, il aurait mieux fallu que je me gare en plein milieu de la rue et que je bloque tout, le temps d'embarquer les fleurs et le cercueil. Nous étions en pleine cérémonie. C'est un peu comme si l'on verbalisait une ambulance ou un véhicule de police. J'allais pas nécessairement faire réagir Luc sur cette information, mais je vous vois consterné. Absolument. Ce n'est pas parce qu'il est aux prises avec un corbillard et qu'il doit à tout prix s'arrêter. Je ne veux pas faire de l'humour noir, mais où est l'urgence en l'espèce? Je m'interroge. Et puis, on a des règles de vie en société. Ouais, et nous avons c'est pas une ambulance ou une voiture de police. D'abord, et donc on compare quand même des choses qui ne sont pas tout à fait comparables. Et puis, c'est un ancien juge qui parle, des justifications. J'en ai entendu des milliers, les plus extraordinaires les unes que les autres. Mais c'est tout simple. Vous ne pouvez pas garer à un endroit, vous vous égarez, eh bien, vous prenez le risque d'avoir une amende. C'est vrai pour tout le monde, c'est vrai pour lui qui conduit un corbillard, c'est vrai pour moi si je gare ma voiture avec toutes les bonnes justifications que je pourrais avoir. Il est très énervé, il refuse de payer pour le moment. Et puis ça bouge aussi. Petit conseil au passage, il a intérêt peut-être à payer parce que ça va lui coûter autrement cher, surtout eu égard à la publicité qu'il a donnée à tout ça. Et malheureusement, ce n'était pas comme il y a quelques jours, une maman qui a accouché dans la voiture. On parle de choses fort différentes ici. Et puis ça bouge aussi sur nos prénoms. Alors je vous explique, une récente étude vient de révéler que près d'1 million de Belges n'aiment pas leurs prénoms. Et le top 5 des prénoms les plus détestés risque de vous surprendre. Il n'y a que des prénoms féminins. En tête de liste figure Maria, suivie de Annie. Vient ensuite Rita et Christine. Enfin, Josiane clôture ce top 5. Et puis il y a des prénoms refusés aussi par l'état civil. Allez, je vous en donne quelques-uns pour le plaisir. Et il y a eu 7, un prénom 7. Génie aussi, c'est pas mal honnêtement. Fleur des Champs ou encore Burke. Alors Burke pour un enfant, je ne sais pas s'il était très apprécié des parents. Rapide tour de table, vous avez déjà voulu changer de prénom vous ici ou ça vous va très bien? Ça me va très bien. Ça vous va très bien, Jean-Romain? Et moi ça me fait un peu de peine, je me mets à la place des parents. Quand on choisit un prénom, c'est le premier cadeau qu'on fait à son enfant. Et on en est fier et de savoir que l'enfant déteste son prénom. Après si on s'appelle Fleur des Champs ou Burke, honnêtement... Oui, mais même un prénom comme Maria, etc. Je trouve ça un peu dommage quand même. Luc, ça vous va très bien votre prénom?
Oh, tout à fait. Ça fait quelques années que je vis avec ce prénom-là. Je n'ai jamais eu envie d'en changer. Maintenant, il faut bien admettre qu'il y a parfois des parents très, sous le coup de l'émotion qui donnent à leurs enfants des prénoms dont objectivement on peut comprendre que l'enfant puisse se débarrasser dès qu'il en a l'occasion. Fatoumata, vous avez un magnifique prénom, aucune raison de changer. Non, il est très banal en fait. Il y a des millions de Fatoumata, donc évidemment, ça ne me rend pas très unique. Un peu trop banal alors? Oui. Oui, c'est vrai. Mais ceci dit, aujourd'hui, on peut changer de prénom. Donc c'est vrai. Voilà, c'est une possibilité qui est donnée. Si jamais vous en vient l'idée à un moment... Non, j'ai jamais pensé, mais j'ai fait une petite astuce. Ah, c'est vrai? C'est quoi l'astuce? C'est rajouter Fatih, F-A-T-H-Y. Ah, c'est ça, c'est pas mal. Bien joué. Allez, c'est le moment de prendre la température sur ce plateau. C'est l'heure de passer au thermomètre. Allez, on redevient un peu plus sérieux. Vous avez chacun vos ardoises devant vous. La question ce soir, instaurer un couvre-feu dans certains quartiers pour lutter contre les violences et le narcotrafic est-elle une bonne idée? Vous répondez par oui ou par non. Je vous laisserai chacun argumenter. Je vais me tourner vers le premier qui a terminé ces 3 lettres. Pour l'instant, c'est un peu plus lent. Je suis en train de combler un vide. Je vais me tourner vers Jean Kittenguet qui a été finalement le plus rapide. Vous pouvez montrer votre ardoise. Vous avez répondu non, ce n'est pas une bonne idée. Non, c'est un cache-misère. Je pense que ça ne règle absolument pas le problème. C'est parfois le déplacer. Et c'est aussi finalement... répondre à une problématique avec finalement un peu de maquillage, mais pas la répondre dans ces éléments qui l'a créé, donc dans sa cause, pas s'attaquer aux causes. Donc c'est un aveu d'échec un peu pour vous? Complètement. C'est juste qu'en fait on demande souvent, si on doit parler de bourgmestre, de régler des situations qui sont dues parfois à des choses qui dépassent même leurs compétences, et donc là on parle de plus grosse criminalité, et ça ce sont des situations qu'on ne règle absolument pas parce qu'on estime, je sais pas, dans le chef du fédéral que c'est peut-être pas nécessairement prioritaire et qu'on préfère faire des annonces et lancer des slogans dans la presse plutôt que régler le problème. Les gens qui sont dans la rue, imaginons qu'ils vendent de la drogue, qui deal, imaginons, c'est pas en mettant un couvre-feu à la jonction entre 2 quartiers que ça les empêchera finalement de partir de l'autre côté dans une autre commune. Donc ça me semble un peu illusoire de penser que c'est une bonne solution. Fatoumata Sidibé, vous pouvez montrer votre ardoise. Vous avez répondu effectivement non également. Ce n'est pas une bonne idée. C'est pas nouveau, hein. Beaucoup de communes ont déjà pris ces mesures-là. On ne sait pas du tout si elles ont été efficaces ou pas. En tout cas, on n'en parle pas. C'est une mesure qui peut sembler facile parce qu'on a l'impression de prendre une mesure rapide, mais concrètement sur le terrain, avant de prendre ces mesures-là qui manifestement ne semblent pas efficaces, sinon on le saurait, est-ce qu'il y a une concertation sur le terrain avec les autorités, les jeunes, pour trouver une solution beaucoup plus efficace en termes de durée? Personnellement, c'est des mesures qui reviennent tout le temps, mais on ne sait pas s'ils sont utiles et je ne pense pas qu'elles le soient. Romain Masquelier, vous avez répondu oui, et il y a une énorme... Désolé, j'ai fait une petite... il y a une énorme tache noire sur votre ardoise, je ne sais pas ce que vous avez fait. Non, j'ai pas de mouchoir. J'ai écrit oui, si. Je suis favorable à cette mesure, mais uniquement dans des cas très très précis, comme par exemple, on a pu le voir au Nouvel An l'année passée à Bruxelles. À Anderlecht. C'est ça. Mais c'était spécifiquement pour un quartier, quel quartier de... Et pour les jeunes de moins de 16 ans. Exactement, qui n'étaient pas accompagnés. Je pense que lorsque il y a des problèmes dans un quartier qui sont récurrents et qu'à court terme, il n'y a pas une solution. Donc là, on parlait par exemple du Nouvel An, et où il y avait chaque année des problèmes. En tant que bourgmestre, le bourgmestre qui est chef de la sécurité de son territoire, il ne peut pas ne rien faire. Je précise qu'il n'y a eu aucune arrestation d'ailleurs de jeunes de 16 ans seuls. Et je ne suis plus sûr, mais en tout cas, je pense que ça s'était plutôt bien passé. C'est ça, il n'y a eu aucune arrestation. Je pense que ce couvre-feu, s'il est temporaire et s'il est justifié, mais si c'est temporaire, ça peut avoir parfois un effet, parce qu'il faut dire que les pouvoirs locaux n'ont pas non plus 36 000 armes entre les mains. Ils ont ce couvre-feu temporaire, ils ont des interdictions de rassemblement aussi, on le voit dans certaines communes, dans certains périmètres très, très spécifiques, mais je pense que, ou des interdictions de consommer de l'alcool, si ce sont des mesures qui sont temporaires et justifiées, oui. Pour le Nouvel An ou consommation d'alcool, effectivement, pendant les fêtes, vous trouvez que c'est une bonne idée? Est-ce que pour lutter contre aujourd'hui les violences et le narcotrafic, c'est une bonne idée?
Ça dépend où est-ce qu'on met la limite. Si on dit voilà, on va mettre un couvre-feu ad vitam aeternam, non. Et d'ailleurs, par exemple, une autre mesure qui se rapproche, c'est dans le quartier de Kuregem où des barrières ont été installées. Je ne sais plus exactement quand, c'était il y a plusieurs mois. Ils sont toujours là. On voit que c'est une mesure qui, au bout d'un moment, commence à s'essouffler. Encore hier, il y a eu à Kuregem, place Lemens, un individu décédé par balle. Donc voilà, c'est des mesures qui, je pense, doivent être temporaires et doivent être renouvelées pour avoir une efficacité. Et puis, Luc Hénard, vous pouvez montrer votre ardoise. Vous avez, pas à moi, aux gens, oui, c'est ça, vous avez mis non également. Ce n'est pas une bonne idée. Mais ça n'est évidemment pas une bonne idée qu'il y ait des problèmes, et on l'a déjà évoqué, mais qu'on arrête d'emmerder tout le monde parce que vous avez un certain nombre d'individus qui commettent des infractions. C'est pour moi quelque chose d'épouvantable. Je ne vois pas pourquoi le citoyen honnête, c'est moi qui le dis, doit subir un couvre-feu parce qu'on n'est pas foutu de s'occuper des problèmes. Évidemment, dans le respect des règles de droit. Moi, j'aime sortir le soir, qu'on me foute la paix. J'en ai un peu par-dessus la tête que l'on prenne ces mesures qui, finalement, portent atteinte à nos libertés individuelles. C'est comme les perquisitions que l'on peut faire à tout moment parce que, comme on n'a rien à se reprocher, tout le monde peut connaître la couleur de mon pyjama. Je réponds non. Je réponds non, et donc je crois qu'il faut arrêter d'emmerder son monde et de s'occuper des vrais problèmes. Bon, vous aurez compris la réponse de Luc Hénard, et non. On va à nouveau, merci à tous les quatre, on va à nouveau marquer une courte pause, puisque dans un instant, place aux Belges face au monde, avec toutes les actus du monde qui ont un impact chez nous, et notamment cette sortie du ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, qui annonce avoir convoqué l'ambassadrice d'Israël en Belgique après l'annonce du projet du gouvernement israélien d'occuper la ville de Gaza. On vous explique tout dans un instant, à tout de suite. Et vous êtes de retour dans Ça se passe chez nous, ça se passe chez nous, ou presque chez nous, puisqu'il est temps de faire le tour des infos du monde qui n'ont laissé personne indifférent en Belgique, les Belges face au monde. Et dans les Belges face au monde, retour donc d'abord sur Maxime Prévost qui convoque l'ambassadrice d'Israël avec notamment cette déclaration. La Palestine risque d'être rayée de la carte. On prendra ensuite la direction d'Aubange où un Belge est heureux du deal trouvé entre l'UE et les États-Unis sur les droits de douane. Comme quoi on peut tout trouver. Et puis retour sur une annonce de Ryanair qui pourrait gâcher les vacances de milliers de voyageurs. Et on commence justement avec cette info. Les vacances pourraient tourner au cauchemar pour des milliers de voyageurs, dont des Belges. Plus de 3000 bagagistes d'Azul Handling qui travaillent pour Ryanair ont annoncé des grèves dans 12 grands aéroports espagnols dès le 15 août. Les aéroports concernés sont notamment ceux de Madrid, Barcelone, Valence ou encore Séville. Direction ensuite Aubange en Belgique où un irréductible, le patron de Tricot Belgium qui produit notamment des essuie-glaces, salue l'accord Trump-von der Leyen sur les droits de douane alors qu'il avait été critiqué de toutes parts. En même temps, sa société importe pour quelques 8 millions depuis le marché américain. Et puis le dossier sur lequel on va s'arrêter ce soir, c'est donc ces réactions au plan israélien d'occupation de Gaza qui se multiplient avec une forte désapprobation tant du côté de l'opposition israélienne que des familles des otages encore aux mains du Hamas ou d'une grande partie de la communauté internationale. Dernier en date, notre ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, qui a même décidé de convoquer l'ambassadrice d'Israël pour lui montrer notre totale désapprobation quant à cette décision, mais également quant à la poursuite de la colonisation. Autant d'actes cumulés susceptibles, selon Maxime Prévost, de potentiellement rayer la Palestine de la carte. Des actes, toujours selon Maxime Prévost, inadmissibles et contraires au droit international, aux résolutions des Nations Unies et aux décisions de la Cour internationale de justice. Jean Kitenge, est-ce que c'est une décision logique de sa part, de Maxime Prévost? C'est évidemment logique, c'est même le minimum. Quand je vois ce qui se passe à Gaza, avec en plus cette annonce de vouloir prendre le contrôle de Gaza, ou même ce qui se passe en RDC avec l'attaque du M23, relatée également par l'ONU, ça m'évoque cette phrase de Bismarck qui disait « la force prime le droit ». Et de facto, c'est un peu ce qui, à chaque fois, ce qui nous revient en tête. Premièrement, moi je pense que sur la situation, s'il y a bien une urgence à l'heure actuelle, c'est évidemment de reconnaître l'État de Palestine, finalement suivre ce que le Portugal, la France, le Royaume-Uni, le Canada va faire, et finalement plus
de 2/3 des États dans le monde qui l'ont déjà reconnu. Je pense que c'est une manière pour avancer vers la paix. C'est une manière finalement de marquer aussi son désaccord, sa désapprobation de ce qu'est actuellement en train de faire le gouvernement israélien. Il est impossible aujourd'hui d'avoir une position contraire, selon moi, sauf à se transformer en une forme de porte-parole du Likoud aujourd'hui en Belgique. C'est pas possible et intolérable finalement de ne pas vouloir reconnaître cet État. Et dans un second temps, et c'est peut-être même plus urgent que la reconnaissance de l'État en tant que tel, c'est évidemment d'urgence arrêter ce projet. C'est évidemment sanctionner et faire en sorte que ça n'arrive pas, parce que en fait, là, c'est l'annonce d'une horreur, si bien que même des anciens chefs du Mossad ont mentionné et ont demandé, en écrivant une lettre officielle à Netanyahou, d'arrêter cette folie, si bien même qu'on a appris que le chancelier allemand, qui n'est pas nécessairement le plus volontariste sur la question, a décidé de suspendre l'exportation des armes. Donc c'est évidemment, il faut arrêter. Parce qu'en fait, ce genre de choses, et je m'arrête là, cette si grande transgression du droit international continue, risque d'inspirer d'autres dictateurs. Je mentionnais, et c'est ma conclusion, la RDC à l'heure actuelle. L'ONU a appelé à s'inquiéter de ce qui s'y passe, parce qu'on a appris que 300 civils, dont 20 enfants, ont été tués. À l'heure même où on avait des accords à Doha qui étaient des accords de paix pour arrêter ce massacre en RDC. Et donc là maintenant, s'il y a bien une chose qu'il faut arrêter, pour ce cas-ci au Proche-Orient, mais en fait pour le monde entier, et pour montrer que finalement on ne tolère pas, c'est sanctionner cet État criminel. Romain Masquelier, ce carnage à Gaza, il est sous nos yeux tous les jours, quotidiennement, avec des images honnêtement inregardables. Effectivement, cette annonce de Benjamin Netanyahou, elle a choqué beaucoup de monde, beaucoup de dirigeants aussi de la communauté internationale. On attendait ce genre de réaction aujourd'hui de Maxime Prévost. Comme je le disais, c'est le minimum, c'est la moindre des choses. Face à une telle déclaration, un ministre des Affaires étrangères ne peut pas juste écouter et ne pas réagir et lancer à nouveau ces canaux diplomatiques et rencontrer des personnes. C'est la moindre des choses et donc il l'a fait. Fatoumata Sidibé, effectivement, décision logique selon Jean Kitenge, selon Romain Masquelier. Est-ce que c'est votre avis aussi? Est-ce que la Belgique devrait même aller beaucoup plus loin au vu du carnage qui se joue là-bas? La Belgique prend position régulièrement. Je pense que le geste diplomatique était inévitable de la part du ministre Prévost pour marquer une désapprobation par rapport à ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, mais aussi dénoncer aujourd'hui un gouvernement d'extrême droite qui prend en otage le peuple palestinien, le peuple également d'Israël. C'est important parce qu'il y a une communauté importante qui désapprouve totalement le système mis en place aujourd'hui. Il y a beaucoup de manifestations en Israël. Énormément. Aussi. Et ce qui est dangereux, c'est un danger pour l'humanité, c'est un danger au niveau mondial. Et je suis bouleversée par rapport au peuple palestinien, mais également au peuple israélien. Je pense que la question qui se pose, c'est comment arrêter aujourd'hui Netanyahou, parce qu'il y a une escalade totalement imprévisible qui n'arrête pas d'aller vers l'horreur. Luc Hénard, effectivement, cette question aujourd'hui, comment arrêter Benjamin Netanyahou? C'est vrai que cette opération, honnêtement, peu de gens la comprennent, même du côté israélien, tant on partirait quand même sur une opération longue qui coûterait des vies humaines aussi, même aux soldats israéliens, qui coûterait encore plus de vies sur place à Gaza, avec aussi potentiellement des otages mis en danger, voire sacrifiés. Honnêtement, on a beaucoup de mal à comprendre aujourd'hui cette opération, si elle a lieu. Et je pense que notre ministre des Affaires étrangères, il est une guerre en retard. Il est une guerre en retard. Il convoque, alors ça fait partie de la diplomatie, l'ambassadrice d'Israël. Je suppose qu'il lui a servi un café avec des petits gâteaux, parce que ça fait partie de cette atmosphère. Mais c'est la honte aujourd'hui. C'est la honte. Quand on imagine qu'on se cherche bonne conscience en parachutant des vivres à des gens qui crèvent de faim, et aujourd'hui, en leur donnant à manger, c'est le paradoxe, mais on les tue. Parce qu'en réalité, des gens qui n'ont pas mangé pendant une aussi longue période, lorsqu'ils mangent sans contrôle médical, eh bien, ces gens meurent. Et donc, nous sommes aussi, à l'instar du gouvernement, et j'insiste, du gouvernement d'Israël, nous sommes aussi des assassins. Et nous sommes co-auteurs et co-responsables de ce qui est en train de se passer là-bas. Et je crois qu'il est
urgentissime que l'on arrête d'envisager, de tourner autour du pot. Il faut aujourd'hui prendre une attitude claire à l'égard des dirigeants, et j'insiste une nouvelle fois, des dirigeants israéliens, parce que sinon, nous sommes purement et simplement co-auteurs du massacre qui se produit à l'endroit. Donc la Belgique n'en fait clairement pas assez aujourd'hui, selon vous. C'est pour moi tout à fait évident. Et Maxime Prévost, qui adopte cette attitude qui est très courtoise et très diplomatique, eh bien, je ne sais pas comment il va expliquer cette position à l'égard de ses partenaires, ou en tout cas de certains des partenaires du gouvernement. Nous attendons la réunion de la commission à la Chambre le 14 août. Jean Kitenge, pour terminer, effectivement, on parlait de la position d'Israël aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait se retrouver avec une détérioration diplomatique sans précédent pour Israël? Puisque vous avez bien fait de le rappeler, l'Allemagne, qui est quand même un allié historique d'Israël, qui a décidé de suspendre les exportations d'armes vers Israël. On a vu toutes les condamnations internationales, je le disais, mais venant de Pékin notamment, d'Ankara, tout le monde, tout le monde aujourd'hui. Est-ce que Israël, honnêtement, se dirige vers justement des relations diplomatiques totalement coupée avec le reste du monde? Je disais tout le monde, sauf quelques-uns. Et en fait, je pense qu'elle compte, et d'une certaine manière, elle use de certains, notamment des États-Unis, même sans même les respecter et respecter leurs avis, pour les maintenir, les sauver. En fait, on voit là, finalement, la tentative pour un homme, pour un régime, de sa survie politique, en réalité, au détriment de tout ce qu'il pourrait y avoir autour de lui. Et c'est là aussi le véritable souci de cette affaire, parce qu'en interne, il y a beaucoup d'opposition. Je parlais précédemment d'anciens chefs de renseignement israélien qui dénoncent cette situation parce qu'ils se rendent compte de l'absurdité de celle-ci. Et pourtant, on avance, on continue et on va toujours plus loin dans l'horreur, indépendamment de toute logique d'une certaine manière. Donc, est-ce que demain, Israël et son régime risquent l'isolation ? Très certainement. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est nécessaire. Aujourd'hui, il faut isoler diplomatiquement cet État qui a décidé d'aller vers quelque chose d'inqualifiable. Enfin, inqualifiable, si, on peut dire ce que c'est. C'est à la fois un génocide, c'est à la fois une colonisation, et il faut faire en sorte que ça s'arrête. Et donc, il est sain que les autres États réagissent en voulant l'isoler, en ne traitant pas avec, et en sanctionnant. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est vrai, on voit le ministre Prévost dire, OK, maintenant c'est de trop, je vais convoquer l'ambassadrice. Et comme Luc Enart a pu le dire, c'est trop tard. En réalité, on aurait dû prendre cette position beaucoup plus tôt. Aujourd'hui, il faut directement sanctionner. On doit faire en sorte qu'il ne puisse pas mettre à exécution ses plans. Avec notamment des sanctions, et on sait que ça bloque Luc Enart avec un personnage dans ce gouvernement, on en a déjà parlé, c'est moi qui vous donne la parole au sujet de Georges-Louis Boucher aujourd'hui. Ça va être très compliqué, et il n'arrête pas de répéter la position qui est la sienne. Je ne sais pas comment on va régler ça, mais comme il l'a très bien dit, et comme je me suis permis de le dire auparavant, nous sommes aujourd'hui, à l'instar des dirigeants israéliens, et je souligne des dirigeants israéliens, nous sommes aujourd'hui des assassins. Et il faut qu'on s'en rende compte. Et si, finalement, il faudrait se poser la question différemment, sommes-nous en guerre contre le système qui est actuellement en place en Israël? Eh bien, je pense qu'on n'en est pas loin. Voilà, c'est déjà la fin de ce nouveau numéro de votre rendez-vous de l'été sur l'N24 avec des sujets sérieux aussi, il en faut, ça se passe chez nous. Merci à tous les quatre d'avoir été avec moi ce soir, merci aux équipes techniques, merci à Richard de Wulf à l'édition. Tout de suite, c'est ça la vie, avec un documentaire sur la recherche des trésors perdus, suivi à 20h de Secrets d'Histoire. C'est Stéphane Bern qui vous emmène ce soir dans le somptueux palais de Saint-Pétersbourg. Et puis à 22h10, vous pourrez me retrouver dans Bonsoir les stars avec des grands entretiens avec plusieurs artistes au programme ce soir, notamment Sarah Schpaps, il y a David Jean Motte et puis il y a Musti, voilà, du Belge au programme ce soir. Et puis je vous souhaite surtout une très belle soirée et un excellent week-end sur LN24.